Alors, si vous permettez, on va commencer ce dernier bout de notre conférence ou colloque ou regroupement essentiellement. Alors ici, on a pensé à mettre un panel en place. Il y a des académiques, il y a des gens qui ont des responsabilités avec les données, il y a des chercheurs. On a aussi un ministre. Alors, le ministre devait être ici, en chair et en os. On s'est réalisé que le mercredi, c'était une rencontre du cabinet. En fait. Le docteur Barrett, d'ailleurs, avait mentionné son intérêt de venir également. Bref, on lui a demandé quand même de faire un petit vidéo de présentation pour voir un peu où elle se situe. Alors, et comme on a ça sur vidéo, on aura l'occasion de la confronter éventuellement s'il y a lieu. On va voir, elle a peut-être été très prudente dans son vidéo. Il y a aussi 3 panélistes. Donc, je me permets de vous le présenter. Il y a Daniel Caron, qui est professeur de l'École d'administration publique et qui est un spécialiste en fait, des questions de confidentialité et des données. Et Danielle Saint-Laurent, qui est directrice scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. C'est bien ça. Et Mme Diane Poitras, qui est vice-présidente de la Commission d'accès à l'information. Alors, on va débuter d'abord avec Mme la ministre. Ensuite, je me retournerai vers vous. Et ensuite, il y aura une série de questions. Il pourrait y avoir des interactions aussi avec la salle pour compléter. Sauf avec le ministre. Sauf avec le ministre. Ah, mais c'est facile, je sens. Ça dure 5 minutes, le ministre. On peut tenter de calculer. Vous discutez aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, l'accessibilité active aux renseignements que détiennent les organismes publics. La réflexion du gouvernement à l'égard de l'accessibilité de ces données s'effectue dans le contexte de la mission de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. L'an dernier, le gouvernement a d'ailleurs rendu public ses orientations à cet égard. D'abord, je cite les délais actuels pour que nos chercheurs aient accès aux données sont beaucoup trop longs. Je veux vous assurer de mon intention à réviser la loi sur l'accès afin de les réduire. Selon les modifications envisagées, il deviendrait possible d'accéder à davantage de renseignements administratifs. Je tiens à vous assurer que c'est la volonté de notre gouvernement. Nous souhaitons mieux circonscrire les restrictions d'accès et favoriser une diffusion proactive des renseignements. 2 autres moyens afin d'accéder aux renseignements. Ce sont les données en format ouvert et l'accès possible à des renseignements personnels à des fins de recherche. Un certain nombre de données en format ouvert sont déjà accessibles sur un portail web conçu à cet effet. Il s'agit d'ensemble de données dans des formats spécifiques que l'on sait ouverts et qui sont rendus disponibles sur les portails comportant des licences encadrant leur utilisation et permettant leur réutilisation. Notre gouvernement a créé le portail donnéesquebec.ca où nous rendons disponibles des données du gouvernement et des municipalités de Blainville, Gatineau, Laval, Longueuil, Montréal, Québec et Sherbrooke. Nous continuons notre travail afin que d'autres villes se joignent à nous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le consulter sans plus tarder. Il y a actuellement plus de 540 jeux de données en format ouvert disponibles sur ce portail. Nous avons un beau coup. Il faut maintenant l'alimenter. D'ailleurs, depuis quelques mois, je rencontre individuellement chacun de mes collègues ministres afin de les sensibiliser à cette importante question. Je peux vous assurer que chacun d'entre eux m'ont confirmé
leur désir de rendre disponible encore plus de données en format ouvert provenant de leur ministère. Les données en format ouvert sont une mine d'or dont il faut poursuivre l'exploitation. Elles constituent un potentiel considérable pour l'innovation et pour la recherche. En plus de la disponibilité en croissance des données, s'ajoute le fait qu'elles le soient dans un format permettant de les croiser entre elles, d'en tirer un effet démultiplié, de les faire parler en quelque sorte. J'ai l'intime conviction que les données en format ouvert, c'est l'avenir et qu'il s'agit d'un secteur créateur de richesse. Un autre moyen d'accéder aux renseignements nous concerne plus particulièrement. Si les renseignements souhaités constituent des renseignements personnels, il est possible, en vertu d'une exception de la loi, qu'ils puissent être communiqués sans avoir à obtenir le consentement de chacune des personnes concernées lorsque ces renseignements sont demandés à des fins d'études, de recherche ou de statistiques. Puisqu'il s'agit d'une exception, un certain nombre de conditions doivent toutefois être respectées. Je tiens à vous assurer que je suis pleinement conscient de la complexité et des délais de ce processus. Des modifications sont donc prévues à la loi sur l'accès afin de simplifier ce processus, tout en continuant de protéger les renseignements personnels. Notre gouvernement a mené des travaux approfondis en vue de simplifier cette démarche et en tenant compte des réalités de la recherche scientifique. À titre de scientifique en chef, M. Rémi Quirion a contribué à ces travaux de plusieurs manières, notamment au sein d'un groupe de travail. Avec ces changements à la loi de l'accès que nous envisageons, l'accès par les chercheurs à des renseignements personnels se trouverait simplifié et les délais pour les obtenir seraient réduits. Je crois que ces changements que je viens d'évoquer permettraient de faciliter l'accès aux documents et aux renseignements de différentes natures que détiennent les organismes publics et qui sont susceptibles de constituer de précieux outils pour la recherche économique. Maintenant, pour passer à l'action. Je crois que nous sommes déjà dans l'action. Que la transparence de l'État auquel s'est engagé mon gouvernement est en train de prendre une forme concrète, notamment dans ces mesures qui faciliteront l'accès aux données des organismes publics. Merci et bonne journée. On va l'applaudir. Bon, alors, c'est heureux de voir qu'elle est quand même bonne à loi vis-à-vis de cette question et qu'il y a un progrès qui commence à se manifester. Mais j'en ai entendu souvent des discours comme ça, d'hommes et femmes politiques pour finalement tourner de côté lorsque la dimension politique, et c'est un peu peut-être la discussion qui devrait avoir lieu ici. Et dans la salle, surgit et il y a des oppositions qui apparaissent, et à ce moment-là, bon, ben, il y a la bonne volonté, on voit bien qu'elle est de bonne volonté et qu'elle connaît bien le problème. En fait, elle a bien identifié un certain nombre de choses qui nous est apparu ce matin assez important et fondamental. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, on avait effectivement comment passer à l'action, c'était le titre du panel. Et je vais demander d'abord à nos panélistes, là, en 5 à 10 minutes, là, dire si vous aviez une question importante, là, parce que moi, j'avais préparé une série de questions aussi, donc je vous ai fait parvenir. Certaines ont été répondues ce matin, il faut peut-être avoir des idées. Est-ce que ce serait quoi le message important que vous avez sur cette question de l'accès aux données, puis comment y arriver relativement à court terme? Philippe mentionnait ce matin qu'il était heureux pour les jeunes chercheurs. Donc, je te remercie, Philippe. J'ai encore 20 ans devant moi de recherche. Et, oui. Alors, je vais commencer par vous, Madame Poitras.
Alors, moi, j'aimerais peut-être faire mon intervention en parlant d'accès, mais pas juste de l'accès, parce que la problématique de l'accès introduit la problématique aussi de la donnée et de sa qualité. Mais avant, j'introduirais en disant, il y a eu des changements depuis quand j'ai commencé à faire la surveillance des états de santé. On utilisait des fichiers par fichier administratif. On utilisait des données cliniques pour faire la surveillance. Et au fur et à mesure que ça a évolué, on est obligé de dire c'est trop demandant pour nos cliniciens, pour les gens qui sont en première ligne, de créer des banques de données, des registres spécifiques à chaque problématique de santé. Il faut utiliser les données administratives. Mais parallèlement à ça, on était dans un contexte d'avancée scientifique au niveau des méthodes, en épidémiologie, en statistique. Et plus on a avancé avec les années, plus on est devenu dans un univers de données immense. Donc, on est aujourd'hui dans un univers de complexité. Et dans un univers de complexité, je ne pense pas qu'il puisse avoir une réponse simple, parce que c'est complexe, justement. Donc, maintenant, c'est quoi cet univers de complexité? C'est que maintenant, on utilise non seulement des données administratives, mais on utilise des données jumelées pour pouvoir répondre à nos questions, pour pouvoir répondre aux questions de recherche, suivre l'état de santé de la population. Ça fait appel à des connaissances qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 25 ans et qu'il y a 30 ans. On a changé. Il faut comprendre ces données-là dans leur complexité, le fait qu'elles sont jumelées. Les méthodes pour les exploiter sont de plus en plus complexes, puis les avancées technologiques font que ça nous demande aussi une connaissance de ces technologies-là qui est de plus en plus complexe et ce qui évolue année après année. Donc, moi, ma position, c'est de dire, oui, il faut un accès, mais l'enjeu n'est pas juste un enjeu d'accès. Et dans ce contexte-là, quelle est la solution à notre problème? On a vu qu'ailleurs, dans d'autres pays, plusieurs ont trouvé des solutions à ça. Certains, il y a différents modèles. On a eu l'exemple de la France tout à l'heure. On sait qu'en Angleterre, il y a un autre modèle. D'autres provinces, en Ontario, au Manitoba, on a le Manitoba Health Center. En Colombie-Britannique, on a un autre système. Chacun a essayé d'apporter une réponse à cette problématique-là. Mais il y a des principes de base qui restent quand on fait l'analyse de tous ces modèles-là. Oui, un accès. Alors, l'accès, on en a parlé aujourd'hui. Mais premièrement, quand on parle de données, on parle d'un bien qui est collectif. Ça appartient à tout le monde, c'est les données, c'est nos données de consommation, c'est un bien collectif. Donc, on devrait, d'abord, le premier principe, un bien, ça se partage. Comment partager ça? Bien évidemment, on dit que pour pouvoir le partager, il faut être transparent. Je pense qu'il n'y a pas personne aujourd'hui qui n'a pas parlé de transparence. Quand ça n'a pas été dit le mot transparence, ça revenait à ça. Alors, mais comment on fait ça? Et on s'aperçoit qu'actuellement, malheureusement, tout le monde essaye d'avoir accès aux données, d'avoir accès à ces données qui sont si précieuses puisqu'on n'a pas accès à beaucoup d'autres données. Donc, c'est un bien collectif qui est très, très riche. Mais tout le monde essaie d'avoir accès, mais moi, je crois qu'on ne se pose pas assez la question comment rendre disponible cette donnée-là et aussi comment la rendre, mais comment la rendre aussi avec des critères aussi de qualité. Les bonnes pratiques nous amènent à dire que ça doit être un organisme indépendant de nos gouvernements qui devrait gérer cette donnée-là. Que la gouvernance de ces centres intégrés ou de ces lieux devrait aussi être une gouvernance qui est partagée. Qu'on devrait gérer justement avec les utilisateurs et les partenaires. Les utilisateurs, c'est un bien collectif, donc c'est aussi pour les utilisateurs. Il faut qu'il y ait transparence et qu'il y ait reddition de comptes. Il faut que ça se fasse aussi, pas juste dans un compte, c'est pas juste l'accès aux données, il faut que la donnée qui est offerte, il faut qu'elle soit maîtrisée. Ça veut dire que ça prend des cadres de qualité autour de cette donnée-là, une connaissance. Parce qu'on ne parle plus de la donnée juste un fichier, on parle de la donnée jumelée, on parle de la complexité dans un univers qui évolue à toute vitesse. Il faut que la donnée soit intelligible. Il faut qu'il y ait des dictionnaires de données. Mais il faut aussi que les chercheurs ou les organismes, parce que quand je parle ici, je parle à la fois des institutions qui utilisent ces données, mais je parle aussi des chercheurs,
que c'est les chercheurs ou les institutions qui ont besoin de ces données aient accès à des gens qui ne font que ça, s'occuper de ce type de données-là. Donc, des méthodologistes, des gens qui connaissent la donnée, qui sont capables d'apporter une compréhension aux chercheurs ou à l'institution qui en a besoin, qu'il y ait un accompagnement aussi à l'interprétation, et que tout ça soit documenté et qu'il y ait une gestion justement de ces connaissances-là pour que ça soit toujours dans une perspective de bonification continue. Il faut absolument que le partage, on vienne optimiser ce partage des connaissances-là. Parce qu'actuellement, ça coûte très, très cher à tout le monde. Ça coûte cher aux chercheurs. Chacun travaille de son côté. On a des délais. On a une réponse souvent qui n'est pas une réponse. On utilise des données, mais on n'a pas nécessairement toujours le contexte de qualité autour de l'utilisation de cette donnée-là. Et je pense que si on n'arrive pas à trouver un modèle qui tienne compte justement de cette nécessité-là de s'attarder à la qualité de la donnée, mais je pense qu'on perd en avancée scientifique au Québec. Comme on a perdu parce qu'on n'a pas accès aux données, on perd des opportunités de recevoir des subventions. Ou même quand on a une subvention, la journée où on a accès aux données, la subvention est terminée, puis on n'a pas livré le travail qu'on devait livrer. Puis après ça, on est évalué sur ce travail-là qui était attendu, mais que ce n'est pas ça qu'on a livré. Donc, le Québec paye très, très cher en ce moment le fait qu'on ne soit pas organisé et structuré et qu'on ait des délais aussi importants au niveau de l'accès à des données. Il faut tirer profit de ces initiatives dans les autres provinces, dans d'autres pays qui existent déjà depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a un modèle unique? Pas nécessairement. En France, ils modulent l'accès en fonction des utilisateurs. Parce qu'il faut quand même distinguer l'ouverture des données, puis l'utilisation aussi des données plus sensibles qui est souvent utilisée, moi je vais parler dans le domaine de la santé, on parle souvent de données sensibles, donc on est comme dans deux perspectives quand même différentes, mais je pense qu'il faut réfléchir vraiment à un modèle qui va permettre d'assurer cette qualité-là, qui va permettre d'offrir une expertise. Actuellement, il y a plusieurs initiatives en recherche. Je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas me faire d'ennemis, mais beaucoup de ces initiatives-là sont axées sur l'accès aux données et ne prennent pas assez en considération cette partie de quelles données on parle, de la donnée maîtrisée, d'assurer tout un travail pour construire autour d'une donnée maîtrisée et d'une connaissance. Alors, il faut laisser des traces. Ce matin, on a parlé de réplicabilité, donc je pense que c'est vraiment important. Étant donné que je n'avais pas préparé d'intervenir comme ça, puisqu'on vous aviez demandé de répondre plus aux questions, je pense que je vais attendre je répondrai davantage après ça aux questions. Non, mais j'aime ça que ce soit un peu surprenant. Pardon? J'aime ça un peu les surprises. Non, je n'avais pas mentionné ça, mais je trouvais que c'était important que vous établissiez votre point de vue. Votre point de vue, en fait, il est clair. Si les données ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien d'y avoir accès. D'un autre côté, si on n'a pas accès, on ne sait jamais si les données sont bonnes. C'est plus compliqué que ça. Je ne dis pas que si les données ne sont pas bonnes, mais ce que je veux dire, c'est si on veut développer quelque chose au Québec, ce n'est pas juste développer l'accès. Il faut les bonnes pratiques nous disent qu'il faut aller au-delà de l'accès. Il faut s'inspirer des bonnes pratiques, elles existent, et ça va permettre un meilleur partage et utilisation des connaissances, et puis ça va inévitablement des avancées scientifiques qui vont en découler, puis de l'influence sur le politique, c'est sûr, puis sur les programmes, etc. Merci. Monsieur Caron. Oui, merci. Puis ça va faire un peu écho à ce que vous avez dit. 3 points, je divisais ça en 3 parties, le changement d'état des lieux futur. Je vais vous faire part un petit peu aussi des résultats des recherches que j'ai faites avec mon collègue Christian Boudreau à l'ENAP, justement sur toute cette question-là. Puis je vais vous amener probablement un petit peu en amont aussi, parce qu'on travaille beaucoup sur l'aval. L'accès. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est très intéressant aussi, et on découvre toutes sortes de choses. Mon point de départ, le grand changement, je vais le répéter, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais je pense qu'on ne le dit peut-être pas assez, c'est que le numérique a changé complètement la donne. On n'est plus dans l'univers papier, et ça veut dire que l'information et les données sont devenues, ou sur le point de devenir, ou en tout cas devraient devenir, un bien public, carrément. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est produit, il est partagé avec le plus de gens possible, et puis ça ne coûte rien à personne, 50 personnes au lieu de 20, en fait, donc c'est même mieux, c'est plus riche, il y aura plus de gens qui feront des choses avec.
Donc, nous ne sommes plus. Et ça, pour moi, c'est important. Et quand je suis allé en commission parlementaire pour le dire aussi, on peut transformer la loi d'accès. Moi, je pense que c'était pas là qui était c'est pas là que je voyais la solution. Parce que je pense qu'on n'est plus dans une dynamique d'accès, on est dans une dynamique avec le numérique d'exploitation de la ressource, d'exploitation des ressources informationnelles par ceux qui peuvent s'en servir. Et cette idée d'accès, je pense, nous bloque un peu parce qu'on est toujours là en train de dire on ouvre un petit peu plus, on ouvre un petit peu plus. Et on pose toutes sortes de questions alors que la ressource, elle est là. Comment peut-on l'exploiter? C'est ça qu'il faut arriver à faire. L'état des lieux, qui est basé un peu, en fait, on a fait une quarantaine d'entrevues dans les municipalités et différents ministères, puis aussi, on est en train de recenser toutes les politiques liées à l'administration de l'information au fédéral et au provincial, au Québec. Et on en fait une analyse pour voir un petit peu la cohérence et tout ça. Donc, c'est très intéressant et très riche en passant parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans qui nous montrent certaines problématiques d'un cumul, en fait, d'éléments au fil des années, mais d'un manque de cohérence, évidemment, aujourd'hui, quand on se réveille et qu'on regarde, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas nécessairement la cohérence qu'on aimerait avoir. L'enjeu, donc, c'est qu'on pense encore l'information en termes d'imputabilité. Donc, de l'intérieur, on se dit, est-ce que je dois donner ça? Est-ce que je suis obligé, etc. Et en termes de protection des renseignements. Donc, on est extrêmement sélectif et hyper prudent. Donc, on peut être certain qu'il n'y aura pas de gaffes qui vont être faites en libérant de l'information. Alors, ce qu'on a observé, ce qu'on observe dans les organisations publiques, c'est un fonctionnement qui est axé davantage sur un paradigme bureaucratique qui est prénumérique. Je l'appelle comme ça parce que l'organisation numérique, elle a changé, elle ne fonctionne plus le même design organisationnel, elle fonctionne en réseau, elle fonctionne en partage et beaucoup moins de façon hiérarchique. Et je vais vous dire comment je l'exprime simplement en disant que l'information qui est produite par beaucoup de gens, ce qu'on réalise quand on leur parle, c'est qu'elle est produite dans leur tête pour la prise de décision et entendre prise de décision interne. Hein? Donc, une mentalité de propriété un petit peu. On a une information qui est produite pour la hiérarchie à travers des formulaires comme on avait dans les années webériennes. Donc, et on est encore sous ce paradigme et on travaille de cette façon-là. Donc, on est assez propriétaire. Ce n'est pas de la mauvaise foi en passant. Les gens ne sont pas de mauvaise foi, sauf que c'est comme ça qu'ils voient leur travail. Et on a entendu toutes sortes de commentaires. Il y a des gens qui disent, si je partage l'information, moi, je n'ai plus de travail. Donc, parce que d'autres vont l'utiliser, vont faire. Alors, c'est vraiment profond, les changements qui vont être à faire. Donc, une culture organisationnelle qui est un petit peu schizophrénique parce qu'en même temps, on produit une quantité incroyable de données et d'informations, puis en même temps, on a beaucoup de difficultés à en comprendre la valeur et à essayer aussi de s'intéresser à son potentiel comme tel. Ce n'est pas un sujet dans les administrations qui est très sexy. C'est quelque chose qui vient très, très loin en bas des grandes politiques. Ça a été mentionné d'ailleurs ce matin, très bas dans les priorités des administrations publiques. Donc, il y a une certaine, aussi, je pense, paralysie qui est due à des crises qu'on a vécues. On a eu beaucoup de crises qui ont été causées par l'accès à l'information et la sortie de données. Donc, évidemment, ça refroidit un peu les ardeurs et les gens se sont un peu emmurés en essayant d'en donner le moins possible. Je pense que ça fait partie de notre problématique. Et on a observé aussi une certaine culture du secret autour de ça. Donc, il y a aussi l'enjeu qui est ressorti encore ce matin, la qualité des données qui peut être inégale, qui peut requérir aussi des opérations qui peuvent être coûteuses. Mais là-dessus, je vais revenir sur le point que faisait Philippe, plutôt en disant, à propos de cette interaction, oui, qui peut amener des coûts. Mais moi, je l'ai vécu, j'étais aux Affaires indiennes pendant une dizaine d'années, et je me souviens qu'à un moment donné, le sous-ministre, il a dit, ça n'a pas de bon sens, l'information qui m'arrive. Dépendant du secteur du ministère où elle arrive, elle est différente sur une même question. Ça peut aller, je suis dans le même ministère, je n'ai pas la même... Donc, il m'avait donné la tâche de construire une base de données, et qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle Données ministérielles de base, et qui 25 ou 30 indicateurs sur maintenant probablement une cinquantaine d'années, et qui est suivi. Et donc, ça a été très bénéfique, en fait, de répondre à l'extérieur en disant, effectivement, on peut améliorer notre propre information de décision en écoutant ce que les autres nous disent à propos de l'information qu'on utilise et comment on l'utilise. Donc, cet échange-là, il peut avoir une valeur très intéressante pour l'organisation elle-même. On a découvert aussi qu'il y avait, ça ne sera pas nouveau pour vous, il y a des problèmes technologiques, il y a une désuétude, un éparpillement technologique incroyable, donc on a des bases de données qui fonctionnent plus ou moins bien. Les gens sont un peu inquiets par rapport à ça aussi, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il y a dans les bases de données, ils ne sont pas toujours très fiables comme telles. Donc ça, je peux comprendre un peu l'inquiétude aussi. Donc il y a des choses qui retiennent un peu les gens de ce côté-là. Et ça a été mentionné aussi tout à l'heure, la question de la vente des données, pour certains ministères, c'est un revenu.
Donc, à partir de ce moment-là, de la donner et de la mettre sur le portail, ce n'est pas un avantage, c'est un désavantage dans vos revenus. Donc, deux autres enjeux importants, avant de parler du futur, l'enjeu de gouvernance. Donc, il y a un désordre qui, moi, je ne trouve pas que c'est complexe. À l'observer, c'est un désordre. Un désordre dans le sens où, ni complexe, ni compliqué, ni simple, ni chaotique, c'est qu'il y a tellement de points de vue différents par rapport à l'information et aux données. Quand on parle aux gens, il y a les gestionnaires de données, il y a l'accès à l'information, la protection des renseignements, l'archiviste, le technologue, tout le monde arrive et tire un petit peu chacun de son bord. Finalement, il n'y a rien qui se passe. Et ce désordre-là, il est très coûteux pour le gouvernement, effectivement, parce que ça brise toute la possibilité d'arriver à une certaine cohérence dans notre instrumentation pour, justement, libérer les données de façon intelligente et qu'elles soient utilisables. Alors, toutes les politiques administratives, toutes les politiques publiques ne sont pas cohérentes. On le voit quand on l'analyse. Il y en a, la plupart sont d'ailleurs très peu au niveau de l'exploitation, beaucoup au niveau de la gestion. On voit des objets là-dedans, on gère ça, mais on ne voit pas le potentiel. On ne voit pas de politique qui vise à faire ressortir ce potentiel-là. Et il y a un enjeu, dernier enjeu, un enjeu de compétences. Très clairement, on n'est plus dans la salle de dossier, et vous y avez fait allusion. Il faut aller chercher de nouvelles compétences à l'intérieur des organisations pour rehausser un peu cette gestion de l'information. Globalement, j'entends donner information, tout ça, ça ne se passe plus de la même façon. Et ça, c'est un grand problème, c'est des laissés pour compte. Il n'y a pas beaucoup d'investissements qui ont été faits de ce côté-là, et je pense qu'il faut repenser complètement, il faut revoir, en fait, ces compétences-là pour qu'on soit en mesure de vraiment exploiter correctement et la rendre disponible, cette donnée. Donc, le futur, pour moi, pour changer ce paradigme-là, il faut entrer dans l'univers du gouvernement ouvert et maximiser l'exploitation de l'information. Je pense que c'est ça notre but. Et pour arriver là, il faut arrimer toutes nos politiques publiques et nos politiques administratives avec, un, le numérique, et deux, les orientations, les volontés politiques, en tout cas celles qui sont exprimées à tout le monde. Donc, il faut que, autrement dit, que ça ne reste pas au niveau de l'intention, mais que des commandes soient passées pour qu'on descende dans les organisations et qu'on dise, ça nous prend il faut revoir nos politiques, il faut revoir notre instrumentation, notre encadrement de la manière dont on gère cette information-là. Et il faut donc travailler en amont, ça veut dire changer notre culture. Il faut que le niveau d'intérêt autour de l'information dans les hautes sphères, donc sous-ministre adjoint, devienne quelque chose d'important. Il faut revoir nos compétences, il faut revoir tous nos processus autour de la gestion, de la création d'informations aussi, chose qu'on oublie fréquemment, mais il n'y a pas de normes comme telles. J'étais avec quelqu'un, ça ne fait pas très longtemps, on avait un projet et il est en train de bâtir une base de données. C'est un informaticien. Je dis, c'est une bonne occasion. On va tout de suite la penser en termes de données ouvertes. Il m'a dit, non, moi, je bâtis une base de données pour mon patron, pour la décision qu'il a à prendre. Et on ne pense pas, on ne développe pas en fonction de cette ouverture potentielle et possible des données. On travaille toujours dans cette manière de penser. Donc, moi, je pense que la facture serait beaucoup moins élevée si on se mettait à travailler en amont et à repenser petit à petit la manière dont on construit nos bases de données avec cet esprit d'un bien public qui va être utilisé. Donc, on n'aura pas besoin de tout revoir. Est-ce que j'ai protégé telle information, etc. On va la créer pour qu'elle soit accessible, cette base de données. C'est ça qu'il faut faire. C'est très faisable. On le fait à rebours. On ne peut pas le faire tout de suite. Ça va être beaucoup moins cher et ça va être accessible immédiatement. Donc, je vais juste terminer en disant que pour moi, la pire utilisation qu'on puisse faire des données, finalement, et de l'information, c'est leur non-utilisation parce que ça crée une perte sèche pour la société. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Merci beaucoup. Donc, effectivement, pour vous, un gouvernement ouvert, ça rejoint Mme Poitras. C'est pas seulement l'accès, c'est l'ouverture aussi à... Madame Poitras, c'est ça? Saint-Laurent, excusez-moi. Oui, Mme Poitras, c'est notre prochaine intervenante. Excusez-moi, Mme Saint-Laurent. Et peut-être ça va aller dans le même sens. Mais ceci dit, Mme Poitras, Diane, est avocate, elle représente la commission à l'accès à l'information. Et comme vous savez, il y a beaucoup de gens, dans l'esprit de beaucoup de gens, et des chercheurs en particulier, c'est que vous êtes la grande responsable de ces difficultés. Alors, Ça commence bien. Mais on a vu, il n'y a pas toutes sortes de raisons, et c'est ça que vous avez nous expliqué, parce que quand on parle aux gens dans le gouvernement, on dit on a la loi à l'accès à l'information. Quand on vous parle, vous nous dites, nous aussi, on a la loi à l'accès à l'information. Et du coup, le chercheur, il plante les deux, finalement. Je vous laisse la parole, quoi qu'il en soit.
Merci. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis moi aussi, j'ai l'effet de surprise, alors je vais improviser un petit mot d'ouverture. Et ça me fait plaisir ensuite de discuter et de réagir aux questions qui seront posées. En fait, la question qui est posée aujourd'hui interpelle les deux volets de la mission de la Commission d'accès à l'information, à savoir le volet transparence, favoriser l'accès à l'information détenue par les organismes publics, et le volet protection des renseignements personnels. Alors, vous disiez dans votre introduction qu'on est perçu comme la grande responsable de tous les maux. J'espère que non. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est sûr que la Commission d'accès reconnaît l'importance de la recherche dans la société. La Commission d'accès n'a aucun intérêt à freiner la recherche. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mission. Notre rôle est là où on intervient essentiellement au niveau de la recherche actuellement, c'est au niveau du rôle que les parlementaires nous ont donné actuellement. La loi est ainsi faite qu'un chercheur qui veut avoir accès à des données qui contiennent des renseignements personnels ou des données détenues par la nature, il doit d'abord s'adresser à nous. On joue le rôle qu'on nous a donné. Est-ce que c'est optimal comme situation? Bien, justement, dans le cadre de la révision quinquennale qu'on va faire tous les 5 ans, la Commission doit réfléchir à faire un rapport aux parlementaires sur l'application de la loi, des lois qu'elle est chargée d'appliquer. Et on en arrive aussi au constat que peut-être que la loi telle qu'elle est rédigée actuellement, en termes, je vais parler d'abord du volet accès aux renseignements personnels, puis je parlerai du volet transparence par la suite. La loi telle qu'elle est rédigée actuellement au niveau de la protection des renseignements personnels et du rôle qu'on veut donner à la Commission dans le cadre des autorisations qu'on va donner pour qu'elles soient accessibles à des fins de recherche, qu'il y a grande place à l'amélioration. C'est une loi qui a 30 ans quand même. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une loi qui, vous ne l'avez pas dit en ces termes-là, mais c'est une loi qui a été conçue à l'époque du papier et on n'est plus à l'époque du papier. On est à l'ère du numérique. Alors, on fait aussi le constat que c'est un processus complexe. Actuellement, on est, plutôt que de nous concentrer sur la protection des renseignements personnels dans le cadre des autorisations de recherche, oui, on fait ça. Mais on nous donne aussi un rôle d'intermédiaire entre l'organisme qui détient les renseignements et le chercheur. Ça se fait comme une étape. Et on fait un peu la boîte postale parfois dans des autorisations de recherche où il manque un petit bout, le chercheur n'a pas attaché telle ficelle avec l'organisme ne voulait pas répondre au chercheur tant qu'il n'y a pas d'autorisation de la commission. Alors, à un moment donné, c'est comme un petit peu le chien qui court après sa queue et on se dit, bien, pourquoi ces deux personnes-là ne se parlent pas? Et c'est un peu la proposition qu'on fait. S'inspirant du modèle qui est dans les autres provinces, on s'est dit, bien, écoutez, que le chercheur s'adresse directement à l'organisme détenteur des renseignements. Faisons des critères qui visent à assurer la protection des renseignements personnels, faisons des critères plus clairs dans la loi, et que le chercheur et l'organisme concluent une entente dans lesquelles les conditions que nous, on impose d'habitude, qui soient dans l'entente, et nous, on va jouer un rôle de surveillance et d'accompagnement peut-être au début des organismes qui sont moins habitués peut-être à analyser des autorisations de recherche. Alors, essentiellement, sans rentrer dans les détails de notre recommandation, mais essentiellement, je vous dirais qu'on a essayé de dire comment on peut assurer de manière tout aussi efficace la protection des renseignements personnels et simplifier le processus. Je suis contente d'entendre la ministre dire qu'effectivement, il devrait y avoir quelque chose dans le projet de loi qu'elle va présenter à ce sujet. Ensuite, on a parlé, dans ce même rapport quinquennal, on a aussi tout un chapitre sur les données ouvertes. La ministre y a fait allusion aussi. Effectivement, quand on parle que
la donnée est un bien collectif, un bien public. Je vous dirais, je suis d'accord, sauf dans la mesure où on parle de renseignement personnel. La donnée personnelle, pour moi, appartient à l'individu, pas à l'organisme qui le détient, et encore moins, je ne pense pas que c'est un bien public non plus. Mais en ce qui concerne les données que je vais qualifier d'administratives, en étant pas personnelles, nos recommandations vont un peu dans ce sens-là également. Alors, la ministre a fait allusion à les travaux qui ont été entamés au site données ouvertes ou données UGC.ca, quelque chose, je ne me souviens pas exactement mais bref, à l'initiative de mettre davantage de données ouvertes sur un portail gouvernemental. La commission, dans son rapport quinquennal, a salué cette initiative-là. Elle a toutefois invité le gouvernement à clarifier son engagement et son encadrement et ses attentes envers les ministères et organismes. On va prendre un peu une citation, un énoncé que vous avez fait pour justement pour pas que ça reste au niveau de l'intention. C'est beau de dire on veut rendre plus de données accessibles, mais notre crainte est aussi de l'infobésité et qu'on se mette à donner un peu n'importe quoi ou des données de peu de valeur. Alors, une des recommandations qu'on fait, c'est d'inviter le gouvernement à dire ses priorités en termes de quelles données devraient être ouvertes et de favoriser, de prioriser les données qui favorisent la démocratie, la transparence, évidemment. Ça, c'est dans notre rôle et notre mission. Mais des données, bref, de valeur qui peuvent être réutilisées et qui permettent d'évaluer, par exemple, les programmes qui sont mis en place et dont le gouvernement se vante qu'ils sont réussis. Alors, pour que le public, les chercheurs, le public en général et les journalistes puissent vérifier si cette affirmation est correcte, est exacte. On a aussi parlé de compétences. Et effectivement, une de nos recommandations, c'est de dire c'est beau de vouloir aller vers la donnée ouverte et d'encourager les ministères et organismes, mais il faut leur dire vos attentes, quelles sont leurs priorités, parce que les priorités des ministères et organismes, il y en a beaucoup. Deux, il faut leur donner la formation ou l'expertise nécessaire pour être capable de mettre en ligne des données ouvertes. Parce que c'est sûr qu'il y a toute la question aussi, attention aux renseignements personnels qui sont susceptibles de contenir les banques de données. On peut anonymiser toute la question complexe de l'anonymisation des banques de données. Il ne suffit pas d'enlever un nom, une adresse, un numéro de téléphone pour qu'une banque de données soit anonymisée, qu'on ne puisse pas réidentifier la personne. On a tout un chapitre dans notre rapport quinquennal. Quand on parle de complexité, ça, c'est vraiment un domaine où c'est très, très, très complexe et même les experts à travers le monde ont de la misère à essayer d'établir une espèce de norme ou une façon d'anonymiser les données, d'évaluer le niveau d'anonymisation d'une donnée qui garantit l'impossibilité de réidentifier le jeu de données qui, à l'origine, pouvait contenir des renseignements personnels. Alors, c'est pour ça qu'on dit, c'est beau, c'est une belle intention, oui, bravo, mais adoptez un cadre précis, clarifiez vos attentes et votre engagement dans les données publiques, assurez-vous de donner de l'expertise et du support aux ministères et organismes. Par exemple, en Angleterre, ils ont fondé le UCAN, je pense que ça s'appelle le UCAN, qui est une espèce de réseau d'experts qui peut aider au niveau de rendre les données publiques, puis l'anonymisation, etc. Ensuite, et dans nos recommandations, j'essaie par cœur de vous... Ah oui, et justement, on invite aussi le gouvernement à évaluer la possibilité pour l'avenir, de penser les bases de données en termes de données publiques, exactement comme vous l'avez mentionné, pour éviter tout ce travail d'anonymisation ou d'enlever des renseignements qu'on jugerait confidentiels. Ce qui, effectivement,
simplifie le travail parce qu'on sait que ce jeu de données-là, ben, c'est par feuillet public, on peut le rendre accessible. Alors, en gros, c'est un peu les recommandations que nous avons faites dans le rapport quinquennal. Et je vous laisserai peut-être sur deux petites... il y en a plusieurs et je suis assez d'accord que les avancées technologiques permettent un plus grand stockage, puis une plus grande exploitation, des niveaux d'exploitation des données. C'est vrai, puis il faut en profiter. Mais profitons-en également. Et utilisons la technologie pour être créatifs en termes de solutions qui peuvent protéger les renseignements personnels, qui peuvent, dès le départ, trouver des façons de dire non, ces champs-là, ça va être confidentiel, puis ça va être exclu de. La technologie peut être un vecteur aussi pour trouver des solutions qui protègent les données dont on ne veut pas qu'elles soient accessibles à cause de leur caractère confidentiel. Je vais juste vous raconter une très, très, très brève anecdote, ou en fait une citation. Michael Geist, je ne sais pas si vous connaissez Michael Geist, c'est quelqu'un qui fait beaucoup la promotion des données ouvertes publiques. Il connaît le domaine d'accès à l'information en protection des renseignements personnels. Et il y a 2 ans, je crois, il est venu rencontrer l'ensemble des commissaires à la protection, à l'accès et à la protection des renseignements personnels du Canada. On se réunit 1 fois par année. Et il est venu nous faire une présentation. Et je vais résumer, mais en gros, il nous a dit, vous savez, toutes les lois d'accès à l'information ont été rédigées à l'ère du papier. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, il l'a fait exprès un peu pour nous provoquer, et il a dit, moi, je considère que les lois d'accès à l'information, ça ne devrait même plus être nécessaire, et que si vraiment on va vers un accès par défaut des données, et évidemment, je n'inclus pas les renseignements personnels là-dedans, mais et qu'on avance là-dedans, et moi, je prédis que dans quelques années, vous n'existerez plus et votre utilité, vous ne serez plus utile. Alors, les commissions d'accès à l'information, vous êtes déjà de vous chercher un autre travail. Je peux vous dire qu'on n'était pas d'accord avec ça, du moins pour le volet protection des renseignements personnels, mais je comprends l'idée qu'il voulait dire, c'est-à-dire que la loi est faite sur un modèle papier et qu'à l'ère du numérique, elle est clairement inadaptée. Merci beaucoup. Effectivement, votre rapport quinquennal était très intéressant et très ouvert aussi, assez inspirant. Alors, j'avais préparé un certain nombre de questions, mais plusieurs ont été répondues. C'est pour ça que j'ai changé un peu ma stratégie durant la matinée. Il reste quand même un certain nombre de points d'interrogation. Par exemple, sur la question des données, est-ce qu'elles existent, ces données-là? Il y a des données administratives, sous quelle forme est-ce qu'on les utilise à l'intérieur des ministères ou des agences ou des départements? Ou alors, c'est simplement là, je sais bien qu'à l'université, nous, on avait toujours l'impression que le ministère de l'Éducation, j'aime pas beaucoup le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Éducation demandait des informations extraordinaires qui étaient reléguées aux doyens, que le doyen reléguait au directeur de département, et finalement, on ne savait jamais à quoi ça servait, on ne savait jamais si c'était utilisé ou non. Est-ce que vous avez ce sentiment-là dans les ministères? M. Caron, vous avez passé quand même pas mal de temps. Et l'autre question que j'avais pour vous, Mme Poitras, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un dans un ministère a un accès à l'information que moi, je n'ai pas? Pourquoi il est différent de ce que je suis essentiellement? C'est parce que je pourrais, moi, faire un serment d'office ou même déposer un montant en collatéral s'il le faut. On faisait ça il y a 25 ans aux États-Unis pour avoir accès aux données, mais essentiellement déposer un collatéral. Si personne n'avait intérêt à la perte de 25 000 $ américains. Alors, M. Caron, peut-être Mme Poitras, si vous voulez enchaîner par la suite, en ce qui concerne les individus à l'intérieur d'une institution. Oui, la plupart du temps, je dirais que oui, les données sont créées parce qu'il y a une demande, il y a un besoin. Ça ne veut pas dire que c'est utilisé de façon intensive. Là, je parle plus de mon expérience dans la fonction publique.
Mais habituellement, quand il y a une donnée est créée, c'est qu'il y a effectivement une demande qui a fait en sorte qu'on a créé une base de données. Il y avait au fédéral d'ailleurs InfoSource, qui est une brique qui vous donne toutes les bases de données qui ont été créées, petites, grandes, etc. Tout est là-dedans. Mais souvent, ça va être utilisé d'une fin très restreinte et exactement, c'est pas optimal, c'est pas. C'est perdu quelque part. Donc, c'est pas la meilleure utilisation. Une fois qu'elle est créée, elle coûte cher à créer. Donc, si elle n'est pas mise en valeur par d'autres individus qui ont des intérêts qui peuvent être différents, c'est perdu. Là, on revient sur la question de qualité. Si elle n'est pas analysée, si elle n'est pas torturée, dans le sens, on ne sait pas si c'est des petites données de qualité. Il pourrait y avoir une série d'erreurs malencontreuses qui échappent. Oui. Allez-y. Mais moi, je rajouterais à ça qu'on parle de données administratives. La plupart de ces banques de données ou ces sources de données qui ont été créées à des fins administratives, évaluer la performance. Si on prend les données, je vais parler des données de santé puisque c'est celles que je connais. Si on parle des données RAMQ, les données RAMQ sont là pour faire la rémunération aux professionnels de la santé. Ils ne sont pas là pour faire des mesures d'état de santé. Si on parle de médicaux, c'était pour faire l'évaluation de la performance du système. On a ajouté des APDRG, etc. Puis l'assurance médicaments, c'est pourquoi? C'est pour savoir combien ça coûte à l'État, puis à quel médicament on prescrit. Mais ces banques-là avaient des finalités qui sont utilisées dans les différents propriétaires de ces données-là. Le RAMQ, je pense, utilise probablement très bien ces données pour faire la rémunération de ses médecins. Cependant, moi, quand j'utilise ces données de la RAMQ, j'en fais un usage totalement différent. Ce qui m'intéresse, c'est le diagnostic qui a été mis. C'est d'autres éléments d'information que je vais utiliser à des fins pour connaître l'état de santé de la population. Et je veux ces données-là jumelées aux médicaments, jumelées à médicaux, au fichier des décès, au fichier des naissances. C'est ça qu'on utilise. La journée où on se met à utiliser ces données-là, dans un autre contexte, le dictionnaire des données, là, il ne parle pas de la même façon. La qualité de la donnée, pour la RAMQ, là, que le diagnostic soit un ou soit l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Lui, il va rémunérer, la RAMQ va faire donner une rémunération. Et c'est là que rentre en jeu tout. Si on veut utiliser ces données-là à d'autres fins, d'autres finalités, il faut vraiment travailler sur qu'est-ce qu'elle veut dire, quel usage je peux en faire, quel usage je ne peux pas en faire. Est-ce que je suis capable de faire des approximatifs avec certaines variables? Est-ce que je suis capable de faire ci, de faire ça? Et c'est là que commence le travail du scientifique, commence le travail d'expertise. Et quand moi, je fais référence à la qualité, la gestion, c'est dans ce contexte-là que je suis. Et la plupart des chercheurs qui travaillent dans le domaine de la santé n'ont pas les moyens de créer leur propre banque, de suivre des cohortes, parce qu'avec des données jumelées ou des données administratives, on a à l'Institut national de santé publique, on a les données de 1996 à aujourd'hui. On est capable de suivre les cohortes de diabétiques, les cohortes cardiaques, les cohortes. Mais il n'y a pas un chercheur qui a la capacité, il a les moyens de créer ces cohortes-là. Donc, c'est trop coûteux, c'est trop énergivore, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait partage, qu'il y ait construction de cette connaissance-là et qu'il y ait partage de cette expertise et de cette connaissance-là. Ça a été dit, on a changé le paradigme. On n'a pas les moyens de créer, nous tous, des bases de données pour répondre à nos questions de recherche. Donc, on utilise ce bien collectif, parce que moi, je maintiens que c'est un bien collectif, même s'il y a des données personnelles, puisqu'on en fait un usage, c'est ce qu'on en fait à l'Institut, même si c'est des données sensibles. Évidemment, on a des règles, on ne fait pas n'importe quoi avec les données, mais on considère que c'est un bien collectif quand même. Et on essaye de produire une information qui va servir ultimement l'état de santé de la population, qui va servir aux décideurs à modifier les programmes, aider à soutenir aider à la prise de décision et autres, à évaluer les programmes, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, oui, les données, et la connaissance probablement des gens du ministère est moins de médicaux que par rapport
n'a pas la même connaissance de sa banque que j'ai, moi, de cette même banque, ou de mes collègues, mais ont de cette banque-là, parce qu'on n'en fait pas le même usage. Et on ne s'arrête pas sur on n'a pas les mêmes préoccupations. Donc, Je peux juste rajouter un mot là-dessus, parce que je vais faire un peu de pouce là-dessus. Ça montre l'importance de travailler en amont, que l'on ne fait pas, et donc de faire de la co-construction. Et c'est ça qui va être payant à la fin. Si on arrive à le faire, si on arrive à le mettre en place. Alors, Mme Poitras, je reviens à la même question, parce que Mme Saint-Laurent, elle a accès à ces données-là. Moi, je n'ai pas accès. Qu'est-ce qui nous distingue essentiellement? Et elle est d'accord pour que j'ai l'accès, finalement. C'est pour dire. Ça dépend si vous parlez, ça dépend de quelles données on parle. Il y a quand même des restrictions plus élevées quand il s'agit de renseignements personnels ou quand il s'agit même des banques de la RAMQ pour laquelle il y a une loi particulière. Ce n'est pas la loi sur l'accès. Hein. J'ai déjà entendu dans les médias que c'est la loi sur l'accès qui restreint l'accès aux banques de la RAMQ. Non, il y a une loi particulière, c'est la loi sur l'assurance maladie du Québec. Et ce n'est pas la loi sur l'accès qui restreint l'accès à ces données-là. Alors, ça dépend. Si on parle de renseignements personnels, votre question était pourquoi la personne à l'intérieur du ministère va avoir accès à ces données-là et pas moi qui suis à l'extérieur. La réponse, c'est que le citoyen, quand il va donner des renseignements personnels à un organisme public, soit qu'il n'a pas le choix, hein, donc personne n'a le choix de faire sa déclaration de revenus, il est obligé, en vertu de la loi, de donner des renseignements personnels. Ou il est obligé de les donner parce qu'il veut obtenir un service, un bien, une indemnisation, il veut obtenir des soins de santé. Alors, il y a une relation entre cet organisme-là et le citoyen, et il ne peut pas obtenir l'indemnité, le service, le soin de santé sans donner certains renseignements. Il les donne pour obtenir ce service, ce soin, cette indemnité, et l'organisme en devient fiduciaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça demeure le renseignement, il demeure la propriété du citoyen, c'est-à-dire qu'il c'est toute la base de la protection des renseignements personnels. Il doit continuer à pouvoir contrôler et décider qui va y avoir accès et qui peut les utiliser. Il y a quand même un principe dans notre charte qui s'appelle la protection de la vie privée. Puis comme société, on a décidé que c'était un droit fondamental. Alors, je le répète, je suis tout à fait pour la recherche et assoyons-nous et essayons de trouver un moyen de favoriser la recherche tout en respectant ce droit fondamental. Alors, la personne au sein de l'organisme qui a accès à cette donnée-là, c'est parce qu'elle en a besoin pour effectuer sa tâche, pour offrir l'indemnité, le service, etc. Et il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir accès à certaines de ces données-là pour évaluer le programme, voir comment il peut être amélioré, etc. Quand on veut donner accès à l'extérieur de l'organisation, là, c'est une autre paire de manches. Et comme vous l'avez dit, ça, je suis d'accord, il y a un changement d'utilisation. On l'a donné pour obtenir un service, puis là, oups, si quelqu'un veut l'obtenir à l'extérieur, c'est peut-être à une autre finalité. Et ça aussi, c'est un autre principe enfin, je vous ramène au même principe, à savoir que la personne, elle veut contrôler l'utilisation, à quelle fin c'est utilisé, qui y a accès, etc. Si on parle de données non personnelles, ça, c'est une autre paire de manches. Là, je suis d'accord que quelqu'un de l'externe devrait pouvoir faire les mêmes analyses de l'efficacité de notre programme qu'à l'interne, ou en tout cas avoir des données suffisantes pour être capable de faire cette analyse. Ben, j'aimerais rassurer Mme Poitras. Ben oui, nous avons des données très personnelles et très sensibles, puisqu'on a une masse de données, puis quand le fait qu'elles sont jumelées, elles peuvent être sensibles. Mais leur utilisation, je peux vous dire, est faite de notre cadre de sécurité mesure probablement 2 pouces d'épaisseur. Et ce n'est pas parce que, on va prendre l'exemple de l'Institut national de santé publique qui fait la surveillance de l'état de santé de la population, même si on est ces données-là jumelées sur une longue période et qu'on a énormément de données sensibles dans notre banque de données, c'est pas, les accès sont très réservés au sein de notre propre institution. Les analystes qui font les analyses par maladie ont des jeux de données qui sont désensibilisés. Mais oui, on a besoin de la donnée sensible
On a besoin en épidémiologie d'une date de naissance, c'est un fait. On a besoin du code postal à 6 positions, c'est un fait. On a besoin de beaucoup de données, mais par contre, c'est limité à certaines personnes et quand ce n'est pas nécessaire, ces personnes-là n'ont surtout pas, elles n'ont pas accès parce qu'on fait la gestion. Et oui, moi je rassure, les chercheurs, j'imagine, si on leur offre cette possibilité d'utiliser des données, bien, j'imagine qu'il y a un cadre de sécurité, il faut, je veux dire, moi je sais que la commission d'accès pourrait venir en tout temps chez nous, puis je suis très rassurée. Donc oui, on sait que le bien est précieux, on sait que le bien est sensible, mais on en fait un bon usage, toujours dans une perspective d'améliorer l'état de santé de la population. Je voudrais juste ajouter que quand je disais l'utilisation, c'est sûr que je l'ai dit dans mon mot d'ouverture et je le pense toujours, là, ça ne veut pas dire que le chercheur ne peut pas y avoir accès. La loi le prévoit. Et on n'a pas de problème avec, effectivement, comme vous dites, c'est l'accessibilité ou tout est une question de balance et d'équilibre. C'est sûr que dans la mesure où la loi prévoit que les renseignements personnels peuvent être accessibles à des fins de recherche, pas d'objection. Et c'est pour ça qu'il y a des conditions qui sont émises. Vous en avez mentionné quelques-unes, limiter l'accès, s'assurer que les bases de données sont sécuritaires, etc. Ça ne pose pas de problème, mais la question était beaucoup plus générale. Et pourquoi moi, à l'extérieur, si vous me dites, moi, comme chercheur, ça, c'est différent. Mais pourquoi une personne à l'extérieur de l'organisme? C'est pour ça que j'ai répondu de façon générale. Mais vous savez, la commission a fait une proposition basée sur ce qui se fait dans les autres provinces. Mais le rapport quinquennal, la ministre l'a mentionné, alors je vais juste le mentionner, en vertu de la loi, le rapport quinquennal qui est déposé à l'Assemblée nationale va faire l'objet d'une commission parlementaire. Alors, c'est une occasion pour aller discuter des propositions qui sont là, d'en faire d'autres aussi. Et pour nous, c'est le début d'un débat public. Ce n'est pas une fin en soi. Et ça nous ferait plaisir d'entendre d'autres propositions. Il y en a quelques-unes dans la salle qui veulent intervenir. Moi, j'ai un commentaire très important à faire par rapport à l'audition qui vient d'avoir lieu. D'abord, il faut comprendre que Mme Saint-Laurent, à l'INSPQ, ils ont une mission à accomplir, qui est la mission de l'INSPQ de suivre l'état de santé de la population. À travers cette mission-là, ils reçoivent des renseignements personnels, mais ces renseignements-là, ils ne les reçoivent pas en vertu de l'article 125 de la loi sur l'accès. Ils le reçoivent en vertu d'une entente de communication qui est faite entre les ministères et organismes à des fins d'une mission bien spécifique. Donc, les renseignements qui sont utilisés à l'INSPQ, c'est pour répondre à l'objet de leur mission institutionnelle. À partir du moment où les chercheurs veulent faire de la recherche à l'INSPQ, ils doivent suivre le même processus que tout le monde ici. Ils doivent passer par la commission en vertu de 125. Donc, les renseignements qu'ils reçoivent en vertu de leur mission ne peuvent pas être utilisés à des fins de recherche. Oui, ils peuvent être utilisés à des fins de leur mission, puis s'ils doivent développer un indicateur pour répondre à leur mission, ils vont le faire. Mais, je veux dire, ils sont tenus aux mêmes règles que vous tous. Parce que c'est quand même vraiment important. Là, il y a une différence dans les véhicules de communication. La deuxième réflexion que je vais apporter, c'est par rapport, on entend beaucoup que les renseignements sont un bien commun. Moi, je vous dirais que la recherche vise le bien commun. Donc, ce ne sont pas les renseignements qui sont un bien commun, mais la recherche qui vise un bien commun. Parce que quand vous faites des recherches avec des participants de la recherche, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un questionnaire, vous allez voir le participant, vous lui demandez votre consentement. Et il vous donne son consentement, il participe à votre recherche. Quand vous allez à la commission d'accès pour avoir accès aux renseignements, c'est sans le consentement de la personne. Pourquoi? Parce que c'est impossible, par exemple, de demander 100 000 consentements pour une étude en épidémiologie. Donc, on vient vers un organisme qui, d'une certaine façon, se trouve à consentir pour cette personne-là. Fait qu'il ne faut jamais perdre de vue que derrière tout ça, il y a une protection de la vie privée, il y a une protection de l'individu, il y a un enjeu éthique derrière tout ça qui, grâce à la loi, grâce à notre façon de faire au Québec, permet d'avoir accès à des renseignements sans le consentement de l'individu. Mais moi, je pense que la recherche est un bien commun. Mais les renseignements sont un privilège que nous accorde le bien commun. Puis ça, c'est vraiment important pour moi. Juste là-dessus, avant de passer la parole,
Parce que nous, on est des économistes. Pour la plupart d'entre nous, ça peut être un malheur. Pour les autres, en tous les cas. Mais pour nous, un bien public, c'est un bien dont tout le monde peut avoir accès simultanément. En fait, c'est un peu ça. Il y a une autre dimension, on ne peut pas l'exclure. Ici, on peut exclure les gens, effectivement. Et au Québec, on a choisi de les exclure par la loi. Dans d'autres circonstances, on pourrait l'exclure par la tarification. On a un peu le modèle des deux, là, parce que beaucoup de chercheurs ont dit que ça nous coûte une fortune avant d'aller chercher des données. Donc, c'est un peu ça, ce n'est pas sur le même contexte. Là. Et dans ce sens-là, comme le bien peut être réutilisé par la même personne, ça a un caractère de bien public dans ce sens-là. On comprend bien que l'information est privée et doit être confidentielle. Philippe et Lars, peut-être. Oui, parce que je trouve ça vraiment extraordinaire aujourd'hui, puis c'est pas encore plus calme. D'autres organisations. Et une chose qu'il faut comprendre, du moins de ce que je comprends dans notre podcast, c'est que le propriétaire des données, c'est le ministère. Vous concentrez un épi, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'on s'est fait dire que même parfois, ça comme ça de cette information donne un avis positif. La RAMQ, par exemple, peut dire vous avez pris. Est-ce que je comprends? Le système actuel, Oui. c'est en fait l'organisme est un propriétaire, détenteur. Détenteur des données. Détenteur des données. Moi, je suis pas. Mais ça va, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave comme c'est pas grave. Personne n'est parfait. Hein. En fait, effectivement, nous, on donne l'autorisation. On autorise le ministère qui détient les renseignements personnels à les communiquer à un chercheur. Mais la loi est faite actuellement qui peut refuser. Ça fait que des fois, à la limite, on peut tout analyser ça. Parce qu'on peut dire, ouais, puis nous autres, ça serait correct. Puis la revue ou un autre organisme pourrait dire, non, je ne veux pas. En tout cas, je disais, il y a comme le chien qui court après sa queue, parce que nous, on dit, écoutez, on ne travaillera pas pour rien. Assurez-vous que l'organisme est d'accord, après ça, on analysera le projet. L'organisme dit, on n'analysera pas ça si la commission n'est pas d'accord. C'est dans ce sens-là que pour moi, je trouve le projet ontarien si extraordinaire. Parce que voici un ministère qui était proactif dans la dissémination des données. Donc, on partait d'un cas où la culture était « on veut que vous ayez les données » et puis on va faire en sorte que légalement, tous les problèmes sont réglés. Ils vont être dans des endroits, les chercheurs vont faire des demandes, et puis tous ceux qui vont avoir un projet qui va être utile vont avoir accès aux données. Comme nous, les données qu'on a sur le congé parental, on a des naissances, des maîtres de données de naissance, on a des données sur 7 ans, 9 ans, les enfants, on travaille énormément avec ça. C'est un fichier magnifique, un fichier extraordinaire. Moi, je serais prêt demain à le mettre au SIX et dire des chercheurs qui veulent travailler avec ces données-là, travailler avec, parce qu'il y a 12, 13, 15 projets à faire avec ces fichiers. Mais de faire ça maintenant, c'est extrêmement difficile au Québec. Extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça que mon impression, c'est que la stratégie de court terme au Québec, c'est d'y aller ministère par ministère et puis voir où il y a de l'enthousiasme pour ça, puis voir où il n'y en a pas. Comme au ministère de la Famille, il n'y en a pas. Oubliez ça, ceux qui cognent au ministère de la Famille, vous n'y allez pas. Cependant, peut-être qu'Emploi Québec, peut-être qu'en santé, peut-être qu'à l'assistance sociale, tout ça, peut-être à l'immigration, peut-être là, il va y avoir des réponses. Donc, mon impression, peut-être, c'est. Parce qu'au début, je pensais plutôt à une approche globale, mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai l'impression qu'y aller avec du cas par cas, ça va être à long terme plus productif que d'avoir, excusez-moi, des discours un peu creux comme on a eu de la ministre. Je voudrais juste dire. Je réitère que je ne suis pas une spécialiste en accès aux données puis des solutions comme l'Ontario auxquelles vous référez. J'en ai une idée trop vague pour être capable de me prononcer aujourd'hui. Mais je réitère que le rapport régulier de la commission parlementaire qui va aller, c'est peut-être une occasion d'aller proposer ou de susciter un débat public ou une discussion sur d'autres solutions. Puis la commission, évidemment, va suivre avec attention les travaux, puis on va dire qu'est-ce qu'elle en pense. Alors, je vais retourner encore au public. Après ça, je vais revenir vers vous parce que le temps fuit. Il y a Lars et deux autres questions derrière. Il y a un point que je pense qu'il faut distinguer, c'est surtout pas ici qu'on va réussir, c'est peut-être justement dans le Parlement qu'on
quand on fait la nouvelle loi. Mais il faut distinguer entre la finalité qui encadre toujours l'accès, qui est partout au monde, c'est toujours la même chose. Il y a une finalité très précise qui dit pourquoi est-ce qu'on veut avoir accès à ça. Et le distinguer de qui va faire les tâches accomplies à ça. C'est-à-dire l'exemple de l'indice, disons, sur la santé publique. Les données sont là. Si un chercheur veut proposer un indice alternatif, est-ce que c'est à votre institut, disons, de refuser cet accès-là si c'est dans la même finalité que la loi prévoit? Je prends l'exemple américain que je connais un peu mieux. Il y a exactement 13 critères bien définis qui déterminent qui peut accéder à des données que le census détient pour les citoyens, etc. Et dans la mesure où un chercheur peut démontrer de façon convaincante que son but de recherche s'inscrit dans ces 13 critères-là, le census ne peut pas lui refuser l'accès, puisque c'est la loi qui dit c'est dans cette but-là qu'on a eu les données, et c'est par hasard qu'on a embauché quelques personnes pour faire l'analyse. Donc, c'est une distinction importante qui rejoint un peu ce que vous dites tantôt, même si la Commission dit oui, le détenteur de données actuellement peut dire non. Et c'est là éventuellement un critère sur lequel on peut travailler, parce que dans d'autres pays, quand la Commission d'accès à l'accès à l'information dit oui, le ministère ne peut pas refuser, puisqu'il est juste celui qui est mandaté de façon permanente, mais le chercheur peut être mandaté de façon temporaire. Ce qui rejoint ta question initiale, qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui a comme but de rajouter dans la même finalité un travail de recherche, même si le ministère est d'accord, ça c'est un désaccord qui peut être académique, ça peut être un désaccord qui peut être personnel, etc., mais le désaccord existe, il n'est pas empêcheur d'accès à l'information, il satisfait tous les autres critères, il aurait accès. Je comprends la loi actuellement ne garantit pas ce genre d'accès-là, mais c'est éventuellement dans cette direction-là qu'il faudrait agir. Comme vous l'avez dit tantôt, une tierce partie qui prend en charge tous les critères technologiques. Est-ce que c'est sécuritaire, qui peut accéder, etc. Ça, c'est à part. Rapidement, Brigitte et le monsieur à côté, là, je vous connais peut-être, mais j'ai oublié votre nom. En fait, on a parlé beaucoup d'un changement de culture, mais moi j'ai l'impression que la bonne volonté qui ressort en ce moment, ça cache une culture du secret qui persiste malheureusement. Une part de la chicane, une part de la critique. Je vais donner des exemples concrets. Tantôt, on a parlé entre autres des adresses, tout simplement des garderies en milieu familial. Alors là, c'est pas renseignement personnel. Donc, moi, j'ai l'impression des fois que les termes sensibilité, données sensibles et tout ça, ça a le don de l'âge. On peut donner d'autres exemples aussi. Les données de santé sont toujours un peu plus problématiques, mais on a des enquêtes qu'on finance avec des fonds publics. On peut prendre l'enquête origine-destination, par exemple. C'est des gens qui répondent volontairement, c'est des questions de transport, ça ne devrait pas être aussi sensible que ça. Pourtant, avoir accès à ces bases de données-là, c'est compliqué. Il y a différents niveaux. Il y a des variables qu'on ne vous donnera jamais accès. On va vous dire oui, mais on ne peut pas valider la qualité de ces données-là. À l'interne, ils ne vont jamais l'évaluer. Mais ils ne vont jamais donner la possibilité aux chercheurs de l'évaluer. On peut d'avoir un retour. Ça, c'est des problèmes. Finalement, si on met les portails de l'univers, maintenant, c'est fantastique, encore une fois. Mais si on regarde comme Stationnement de Montréal, qui est une société parapublique, maintenant, on peut savoir exactement sur chaque point de vue, est-ce qu'il y a une place de stationnement qui est tarifée, et si oui, à quel montant. Mais on ne peut jamais nous dire combien de véhicules sont stationnés là. Pourquoi? Parce que ça soulève des questions de gestion et de données financières. Parce qu'à partir de ce moment-là, on est capable de dire peut-être que vos tarifs ne sont pas bons. Peut-être qu'on est capable de remettre en question cette organisation-là. Donc, oui, on donne des données, mais moi, vraiment, quand ça peut soulever des petites questions en termes de gestion puis de remettre de soulever des critiques, on devient plus sensible. Donc, moi, ma question, en fait, c'est est-ce qu'on est trop sensible? Tout simplement. Est-ce qu'on est trop sensible? Personne ne veut répondre. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que ça dépend de la nature de la donnée dont on parle. Puis si on n'est pas dans le renseignement personnel, moi, je vous dirais que la commission, c'est sa mission, la transparence. Quand vous me parlez de l'exemple de stationnement, pour moi, j'en vois pas de problème. Là. Il n'y a pas de données personnelles et c'est sûr que la commission d'accès favorisera la transparence. Ça arrive, juste rapidement, vous savez, dans notre volet accès aux documents, il y a des chercheurs qui vont faire une demande d'accès à des documents parce que ce pas des renseignements personnels qui se font bloquer. J'en ai eu récemment devant moi, je ne peux pas élaborer, je n'ai pas rendu la décision, mais ça aussi, mais pour moi, ça devrait pas, on ne devrait pas retrouver ça dans notre mission accès, ça devrait être transparent. Là. Monsieur?
suis un petit peu inquiet après ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il y avait eu beaucoup d'espoir avec la nouvelle loi sur l'accès. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de modèle au Québec comme en Ontario ou ailleurs qui va centraliser l'ensemble des demandes pour les chercheurs. Que la CAI propose de se désinvestir de l'autorisation pour les chercheurs. Ça veut dire que moi, en tant que chercheur, je vais devoir faire une entente avec le ministère de la Santé, avec la RAMQ, avec le ministère de l'Éducation pour avoir chacune des données. Je vais devoir faire une entente signée avec chacun de ces ministères-là. Puis après, il va falloir que je jumelle mes données ensemble. Actuellement, c'est la RAMQ qui fait ça sous l'autorité de la CAI. Mais là, il n'y a plus personne qui va s'occuper de faire le jumelage, ces données qui viennent de différents ministères. S'il n'y a pas d'autorité centralisée qui fait ça, qui s'occupe de ça, ça va être catastrophique. Et puis après, on dit aussi que les ministères peuvent refuser. Et quand la CAI donne l'autorisation, c'est assez rare que le ministère dise « Ah ben non, finalement, moi je ne donne pas ». Parce qu'il y a une pression sur les ministères qui fait que, bon, si la CAI dit oui, c'est un peu plus difficile. Là, le ministère, là, s'il n'y a personne qui l'oblige ou qui lui dit bah oui, c'est correct de donner les données. Puis on parle des délais. Là, je vais devoir faire une entente avec 3 ministères. Les délais, là, ça va être terrible. Là. On aurait pu proposer, par exemple, de dire que la commission d'accès va se donner des délais en disant que bon, bah, quand un chercheur dépose une demande, là, ça prend 60 jours avant d'avoir sa réponse. Comme les ententes entre les ententes internes gouvernementales. Ça se fait, ça. C'est sûr qu'il faut mettre des ressources, mais si on veut réduire les délais, il faut mettre des délais maximum. Sinon, si je demande à un ministère quelque chose et il n'y a pas de délai, suivant les ressources qu'il a et suivant l'intérêt, ça va prendre du temps, ça va prendre. Donc, moi, aujourd'hui, je suis plus inquiet que je m'étais avant, là, en espérant qu'il y ait des changements importants. Merci, mais c'était pas le but. C'était pas le but de la journée. Je peux vous rassurer qu'on va essayer de faire un suivi de façon serrée autour de ces questions-là. Mais on réalise bien que les obstacles sont énormes. Ils sont absolument énormes, autant dans la non-transparence. Vous parliez de performance. La loi de la gestion vise l'acquisition des crédits sur la performance. Et personne ne fait l'évaluation de performance. Pour avoir passé un an sur ces questions-là, je peux vous dire que je n'ai pas vu ça au Québec en tous les cas. Ou très peu, sauf certains ministères. Alors, la question maintenant, qu'on pourrait peut-être, si vous voulez, terminer sur cette question, c'est comment vous sentez la population réceptive à cette question-là? Ce serait quoi la stratégie qu'on pourrait imaginer pour rassurer la population? C'est possible, parce que c'est clair et net qu'il y aura des gens qui vont s'y objecter. Et là, à ce moment-là, ça va devenir un problème politique. Et on voit bien que ça ne prend pas grand-chose pour faire déraper une politique, là, ou alors en introduire d'autres, juste parce que le fait qu'il y a des anecdotes à gauche et à droite, là, on a vu ça récemment dans la santé, entre autres. Là. Alors, comment on rassure la population? Ce n'est pas juste la loi, parce que la loi, les gens y croient plus ou moins aussi. Allez-y, madame. Moi, je pense que le premier principe qui a été nommé toute la journée par tout le monde, c'est la question de la transparence. C'est ça. Si on veut rassurer la population, il faut être transparent. Ça, c'est le premier critère. Si la population ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec leurs données, l'usage qu'on en fait, je suis désolée, mais on ne parle pas de transparence. Ça veut dire aussi qu'il faut établir un dialogue avec cette population. Et c'est là qui est inquiétant, c'est que le dialogue, il ne peut pas se faire juste par le politique. C'est pour ça que ça prend un organisme indépendant. Parce que si le dialogue se fait avec le politique, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire malheureusement. Et la transparence, là, je dis ça, mais c'est parce que je suis convaincue qu'il faut prendre un organisme indépendant. Et si on prend l'exemple d'Ontario, parce que franchement, on va leur tirer notre chapeau à l'Ontario, ils font des bonnes choses. ICES, il publie maintenant, il publie, il dit voilà l'étude que nous avons faite. Après ça, il dit ça nous a donné tel résultat. Puis ça nous a donné, ça a eu tel impact. C'est un petit résumé qui peut être distribué à tout le monde, qui est compréhensible par tous. Ça s'appelle la transparence. Si la population veut plus de questions, j'imagine qu'ils ont sûrement accès à un lieu où ils peuvent questionner sur cette étude-là. Mais ils mettent
ils mettent au grand public les résultats de leurs projets et qu'est-ce qu'ils font des données. Et il faut aussi, pour rassurer la population, il faut avoir des pratiques exemplaires. Ça prend des pratiques exemplaires, une bonne gestion des données. Il faut savoir comment on les conserve, ces données-là. Il faut qu'elles soient standardisées, il faut que ça soit clair les approches analytiques qu'on utilise. Je pense que le principe de transparence, c'est le premier principe, et de ne pas penser que la population ne peut pas comprendre ce que les chercheurs, ils peuvent comprendre les résultats de recherche. On a juste à leur mettre ça dans des mots vulgarisés, dans des mots plus simples, puis ça, c'est de la transparence. Puis voilà, on a utilisé ces données-là, puis ça a servi à ça. Et c'est ce qu'on ne fait pas en ce moment. On ne le fait pas. Des fois, oui, on publie des choses, puis ils savent que ça a été fait avec des données, mais c'est des initiatives de chacun. Ça ne veut pas dire ce n'est pas une pratique standardisée au Québec. Donc, voilà, on est encore dans comment on fait les choses. Est-ce que chacun a ses petites initiatives? Actuellement, chacun a des initiatives partout. On essaye de bien faire, mais tout est éclaté, puis personne ne peut la population ne peut pas comprendre comment on travaille ça, là. Comment on utilise les données, puis pourquoi, même entre nos institutions, ils ne sont même pas capables de nous distinguer, les mélanges, ils ne connaissent pas nos missions, nos mandats. Donc, un organisme indépendant, une bonne gouvernance, une bonne gouvernance. M. Caron, est-ce que vous avez... Moi, je dirais que je ne suis pas convaincu que la population est si embêtée par tout ça. Les enquêtes que je vois, les gens n'ont pas si peur que ça. Par contre, c'est certain que quand on a un éditorialiste qui va faire un article très négatif sur une histoire qui est arrivée, on a trouvé des données dans une poubelle ou des choses comme ça, évidemment, c'est sûr que les gens s'énervent. Mais autrement, je pense que la population est assez ouverte. Ce qui est nécessaire, à mon avis, c'est de s'assurer qu'on fait comprendre les bénéfices de ces utilisations-là. Ce qu'on a vu ce matin, on a vu des utilisations. Les gens ne savent pas généralement que ça sert à ça. Mais si on arrive à montrer que c'est utilisé comme ça, moi, je ne pense pas qu'il y a de problème majeur de ce côté-là, mais il faut dépolitiser. Alors, je ne sais pas si ça passe par une organisation. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis quand je dis. Un organisme, c'est ça. Mais il faut que ça soit dépolitisé. Et vous l'avez dit d'ailleurs ce matin, c'est ça. Si on regarde ça, si c'est une question politique, c'est très difficile. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, madame? En fait, je suis d'accord que la transparence, je suis d'accord, ça me permet juste d'ajouter rapidement que c'est une des recommandations qu'on formulait par rapport à la modification du processus d'autorisation de recherche pour les renseignements personnels et justement que les organismes aient l'obligation de publier sur leur site Internet le fait qu'ils ont transmis certaines données dans le cadre d'une recherche. Et il y a eu des propositions qu'ils soient obligés aussi d'indiquer dans le modèle qui serait proposé, d'indiquer le refus, pourquoi il aurait refusé de donner certaines données à un chercheur. Ce n'est pas dans notre rapport quinquennal. Je vous rappelle, notre mandat, c'est la protection des renseignements personnels et la transparence. Alors, c'est pas la recherche. On n'a rien contre la recherche, mais je veux dire, on ne peut pas être le véhicule qui fait la promotion de la recherche au Québec, vous comprenez? C'est pas notre rôle. Alors, je voudrais remercier en votre nom nos panélistes. Et on finit sur le thème d'accord. Hein? On est tous d'accord sur la transparence. Alors, merci à vous tous. Merci aux intervenants de ce matin. Et nous, Cyrano, avec notre collègue, toute personne intéressée, en fait, que ce soit du Cyrano ou non, à pousser ce dossier-là, on va essayer d'en faire un peu plus de chemin pour que notre avenir de chercheurs, de jeunes chercheurs soit assuré. Merci infiniment.